Fresh Morning. Fresh Morning. Vous écoutez les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est dans le Fresh Morning. Ce matin, on est avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Gina, bonjour Jean-Paul. Comment tu vas ce matin? Je vais bien et toi? Ça va. Et le début de la semaine, pourquoi quand tu me dis et moi, tu mets la tête d'un côté? Tu me vois genre comme un petit bébé du côté. Gna gna gnou, ça va. Non, ça, non, pas du tout, Dafresh. Pas du tout. La semaine commence, ça commence bien. Hier, j'ai fait émission Urban Free. Bah, tu fais studio. Urban Free tout le temps. Mais oui, tu as demandé au début de semaine, c'était hier. C'était hier, donc j'ai fait ça ici. Ça s'est bien passé en mode autoréalisation aussi. D'accord. Et Playoff du Slam? Les playoffs du Slam, c'était samedi au Luxor. C'est toi qui calcules les notes? Oui, c'est moi qui prends le score. Donc, en fait, comme on a 5 membres du jury, donc on élimine la plus grande note et la plus petite note. Parce qu'on se dit que la plus petite note, c'est peut-être parce que tu as un problème avec le poète, et la plus grande note parce qu'on ne veut pas de favoritisme. Tu peux connaître le poète et donner peut-être un 10 ou un 9. Du coup, on élimine la plus petite note et la plus grande note. On reste avec 3 notes. Donc, moi, le temps que... Yelena qui s'occupe du chrono donne nos chronos. Moi, je fais le calcul avec les 3 notes et aussi je rappelle le règlement intérieur côté slam parce que la compétition doit bien se dérouler. D'accord, ok. Et le règlement intérieur, tu as toute une liste? Oui, j'ai validée par un huissier? Huissier de justice. Oui, bien sûr. J'ai toute une liste que je me dois de rappeler à chaque fois. En fait, il y a, on va dire, 12, 13 règlements. Et quand je termine de donner, par exemple, un score, je peux rappeler une règle ou encore 2 règles concernant le jury qui ne doit pas se laisser influencer ni par le public. Tu sais que quand il y a la compétition, tu vas voir certaines personnes qui disent « mais 10, mais 9, mais 9 ». Et il y a un membre qui peut se laisser... certaines personnes qui crient la salade. Non, voilà, là, ça peut influencer, en fait. Si le jury avait prévu de donner un 5 parce qu'il écoute Tommy la salade, il va se dire ok, Tommy la salade, je mets 10. Donc à chaque fois je dois répéter que le jury ne doit pas se laisser influencer ni par le déjà public. vu un être humain qui ne peut Non. pas, qu'on n'influence pas. La fraîche, là en fait quand on appelle le jury, en fait c'est par rapport à ta même sensibilité. Picou influence Gina, Picou. Gina t'influence, faut pas dire la faut pas mentir. Non, Dafresh, là on est en pleine compétition, hein. Le poète va passer ou rester par rapport à la note du membre du jury. Donc du coup, si tu écoutes Gina dire par exemple Tommy la salade met 10, tu ne dois pas mettre 10 parce que Gina a demandé de mettre 10, mais par rapport à ta sensibilité. Tu vois? Chaud là-bas. Soyez chaud là-bas. Et après un jury ils étaient un peu trop gentils aussi, donc il peut mettre 10 ou il peut mettre encore 4 ou 5 par rapport à l'influence du public, et aussi rappeler aussi à différents poètes que la violence ne doit pas se faire, rappeler aussi que les textes ne doivent pas être utilisés dans la même compétition. La violence ne doit pas se faire. Oui, la violence, en fait, que ce soit physique ou verbale. En fait, si un poète a une phrase déplacée vis-à-vis d'un membre du jury ou encore au public parce qu'il est peut-être en colère ou encore stressé, là, en fait, on va parler avec lui pour dire que ce n'est pas autorisé dans la compétition. Donc, c'est important de rappeler à chaque fois le règlement par rapport au jury, par rapport au public, par rapport au présentateur ou encore au poète. Donc, je donne le score et aussi le règlement intérieur. Ah, d'accord, ok. Et il y a eu 4 gagnants? Oui, il y a eu 4. Ils étaient bons? Oui, ils étaient bons. Il y a eu Tommy la salade. Je pense que c'est d'abord Aladdin qui est passé. Aladdin, c'est lui qui était en quart de finale, qui est passé en mode battle avec Pattern. Donc, Aladdin est passé, il était fort. Et tu vois, quand un poète passe, tu te dis, est-ce qu'il y a une autre personne qui va venir relever le niveau? Donc, quand Aladdin passe, ensuite, on a Jeunesse, lyriciste sans frontières. Pour terminer avec Tommy la salade, Tommy la salade, il a eu le plus grand score, il a eu 29. Donc, quand les autres ont commencé avec 25, 26. Mais oui, les textes, c'était super. D'accord, René Ruth, on parlera de quoi ce matin? Dans le savez-vous, on est avec la mode. Donc, du savez-vous, on a 7 points sur la mode. Et on va commencer par le bikini. Donc, le bikini qui a fait scandale dans plusieurs pays d'Europe, notamment en Italie, en Espagne ou au Portugal. Donc, en 1932, on a Jacques Heim, qui est un Français qui a inventé le premier maillot de bain 2 pièces, mais ça n'a pas fait scandale parce qu'on ne voyait pas le nombril. Donc, en 1946, c'est au Français Louis Riad que l'on doit l'invention du bikini. Donc, ça fait scandale en Italie, en Espagne, au Portugal. Et il était interdit dans les piscines municipales en Allemagne jusqu'en 1970.
Donc après, ça a été popularisé. Comment ça s'est passé? En 1953, on a Brigitte Bardot qui a adopté le bikini sur une plage de Cannes. Donc en 1962, on a le bikini blanc d'Ursula Andress dans le film James Bond qui marque les esprits. En 1965, le magazine Marie Claire publie les photos de bikini dans ses pages et en 1967, selon le magazine Times, 67% des jeunes américains ont adopté le bikini et c'est à partir de 67 là que beaucoup de personnes ont eu à porter maintenant le bikini. Sinon avant c'était interdit parce qu'on voyait le nombril de la femme et ce n'était pas autorisé. Donc deuxième position concernant la mode, certaines marques de vêtements font appel à des prisonniers pour fabriquer les vêtements. Donc pour beaucoup, le travail en prison évoque une main-d'œuvre bon marché et certains États américains, mais pas tous, obligent les détenus fédéraux à travailler. Donc en Angleterre, au pays de Galles, beaucoup de prisonniers de prison proposent les programmes de formation professionnelle. Et ces systèmes-là permettent aux détenus de couvrir leurs frais de nourriture, de soins et de logement. Donc ceux-ci sont payés selon la norme salariale en vigueur de prison. Et puis je voulais demander à Gina ce qu'elle en pense par rapport à ce fait. Que les prisonniers puissent fabriquer des vêtements en prison pour être vendus à l'extérieur et ensuite ils reçoivent une norme salariale en vigueur en fonction d'eux. C'est fait et c'est très important parce qu'on les garde actifs et la plupart du temps tu donnes une profession à ces prisonniers-là. Ils font pas seulement des vêtements, parfois ils font aussi de la poterie, ils font une montagne de choses, de la menuiserie, de l'électronique et tout. Ça permet en fait de garder le prisonnier concentré sur quelque chose de constructif parce qu'il faut pas oublier que la prison c'est pas définitif quand on te met là-bas et puis on prend la clé, on met dans une bouteille et on jette à la mer. Il va bien falloir qu'un jour tu sors. Et c'est à ce moment qu'on parle de réinsertion. Et pour pouvoir te réinsérer dans la société, il faut que tu aies une formation, que tu aies quelque chose, tu vois, non? Donc c'est pour ça que l'on permet aux prisonniers de fabriquer des choses ou d'avoir des métiers en prison. Mais pas dans tous les pays du monde. Ici, les prisonniers qui sont mineurs ont des programmes d'éducation, mais c'est vrai, hein, à la prison centrale. Ils ont des programmes d'éducation soutenus par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, où au sortir de prison, parfois, ils gagnent même le bac en étant en prison. Tu vois, les mineurs, tous les mineurs qui sont en prison là, enfin, je dis mineurs, bon pas les mineurs, mais tous les gars qui étaient dans le système scolaire par exemple et qui veulent poursuivre leurs études, tu peux avoir 22 ans et être en troisième et faire ton BBC. En fait, je ris parce qu'on parlait d'une affaire de 22 ans tout à l'heure. Merci Donc, Gina. voilà. Et en troisième position, on va parler de la mini-jupe. Pas pour femmes, mais parce que les hommes portent... Donc pour les hommes, elle est sortie il y a 2000 ans. Donc les soldats grecs et romains portaient déjà une petite jupe. Donc c'est un Français qui a inventé la mini-jupe. Il s'appelle André Courrèges. Mais on ne doit pas oublier que dans certains pays, il y a eu des scandales aussi par rapport à ça. Donc en France, la présentatrice Noël Noblecourt avait été renvoyée de la télévision pour avoir porté une jupe qui permettait de voir ses genoux à l'écran. Et dans certains pays comme l'Arabie Saoudite ou encore l'Iran, il est rigoureusement interdit de porter la mini-jupe. Et en quatrième position concernant la mode, on a la plus longue robe de mariée du monde qui a une traîne de 2750 mètres. Tu imagines combien ça fait 2700? C'est 2 km 500. En fait. 2 km 700. Donc en 2012, le record était de 2750 mètres et en 2017, 8095 mètres. Une traîne de mariée. Mais oui, 8000 8095. Tu fais quoi avec tout ça? Ben, c'est la beauté de la robe en fait. C'est la traîne, c'est joli ça. En cinquième position, on a l'industrie de la mode qui est la deuxième industrie la plus polluante du monde après celle du pétrole. Donc les usines textiles de prêt-à-porter doivent produire des vêtements de plus en plus vite à des coûts toujours plus réduits. Donc celles-ci allant jusqu'à utiliser pour cela des produits chimiques très nocifs pour notre peau ou encore pour l'environnement. Des produits comme le chlore, l'ammoniac, l'acide sulfurique. Donc elles pollueraient également l'air, les sols et les eaux. En sixième position, on a les Stan Smith. Les Stan Smith qui sont à l'origine des chaussures de tennis en hommage aux joueurs de tennis, donc Stanley Smith. Donc les Stan c'est Adidas Smith, qui fait ça. Adidas, oui. Donc les Stan Smith, ces baskets qui font un tabac des jeunes et moins jeunes en ce moment, mais aussi en 1978, a été créé par Adidas pour le joueur de tennis américain Stanley Smith, qui était le meilleur de sa discipline à l'époque de leur création. Donc tu vois que
le côté sportif, ils ont un peu associé leur image à celui du sport. Et tu vas Comme Michael Jordan. je savais que tu allais, je savais que tu allais dire ça, Dafresh. Et on va terminer par la SAP. Donc, il existe une organisation, la SAP, qui vénère les vêtements. Donc, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes au Congo dans les années 60. Et d'ailleurs, la sœur de Beyoncé leur a même rendu hommage dans un de ses titres. Et on a vraiment 2 sapeurs connus. On a d'abord Papa Wemba, le défunt, et on a aussi Norbert de Paris. Je sais pas si tu... Norbat. Norbat de Paris. Norbat de Paris, donc qui a gagné les rois, qui a gagné les rois du shopping avec une note de 9 sur 10 qui a donné Christina. Et quand il arrive, en fait, il a une phrase. Il dit: quand j'arrive dans un endroit, le m'as-tu vu agit, et toi tu me vois, et quand tu me vois, tu es content. Et si tu as l'esprit du mal qui envahit en toi, tu as peur et tu fais pipi. Et donc c'est donc ça c'est lui, ça. Lui, il est dans le gozomobiero. Mais c'est grave. C'est le niveau supérieur de la SAP. Le niveau on appelle ça supérieur. le gozomobiero. On appelle ça Dafresh. On appelle ça comment? Le gozomobiero. Donc là, on avait Normand de Paris pour la SAP, donc Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Et c'était tout pour le saviez-vous d'aujourd'hui. On a parlé de la mode. Merci René Ruth, qu'on va retrouver dans quelques minutes pour parler de culture dans le Dafresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Dafresh Morning.